Quand je suis née, j'étais pas contente du tout. Et je me disais que c'était drôle, cette vie. Enfin, j'avais vraiment l'impression de ne pas être tout à fait à ma place. Qui est fou? Qui n'est pas fou? Quel est ce monde? Qu'est-ce que c'est? Et en fait, j'ai toujours été passionnée de comment vivre, comment être le plus heureux possible, comment se réaliser. Qu'est-ce qu'on fait ici? On est dans une situation étrange. Donc, j'ai connu Jodorowsky, qui a été le premier à me parler de psychogénéalogie. J'étais déjà psy, j'étais déjà thérapeute, j'avais déjà fait un travail sur moi. Ça m'a passionnée et j'ai travaillé pendant des années. J'ai écrit 2 livres sur le sujet qui s'appellent « Cette famille qui vit en nous » et j'en ai écrit un deuxième qui s'appelle « Faire de notre psychogénéalogie une chance ». La psychogénéalogie, c'est psychologie et généalogie. Mais on remonte pas loin dans la psychogénéalogie. C'est très rare qu'on connaisse ses 8 arrière-grands-parents. Ça va pas plus loin que ça. D'autre part, aussi bizarre que ça puisse paraître, les frères et les sœurs d'une même famille n'ont pas la même psychogénéalogie. Dès que nous sommes conçus, nous sommes un enfant imaginaire. Dans le meilleur des cas, sur le plan humain, on a été désiré, c'est pas toujours le cas, et nos parents vont nous rêver. Ils vont rêver qu'on ressemble aux personnes qu'ils ont aimées dans leur famille. Ils vont rêver qu'on ne ressemble surtout pas, c'est très mal vu, aux bannis de la famille, à ceux où il y a des secrets ou qui ont été mal jugés. Et puis, ils vont projeter sur nous toute une attente de désir, des choses intellectuelles. Il y a des familles où on prépare Polytechnique dès le ventre de sa mère. On va projeter dans des familles qu'ils soient artistes, qu'ils fassent du piano, qu'ils fassent de la danse, etc. Tous nos rêves. On va projeter des choses affectives. Dans certains cas, on veut absolument une fille ou on veut absolument un garçon, ce qui n'est pas facile quand on est l'inverse. Et puis, on va projeter des tas de choses sur le corps et sur la situation sociale de l'enfant. Il y a beaucoup de familles où il y a tout le processus de l'ascension sociale. Les grands-parents, par exemple, étaient ouvriers agricoles, ils travaillaient beaucoup, ils étaient pauvres. Et puis, on a fait des études, on est devenu professeur, directeur d'école. Puis, on attend que l'enfant suivant il fasse une agrégation, par exemple. Vous voyez, toute cette espèce d'insertion sociale. Donc, on va projeter sur nous des tas de choses. Alors, les 9 mois où nous sommes conçus, c'est important, il se passe déjà beaucoup de choses. Et puis, nous naissons, alors, on va déjà nous donner des prénoms. C'est intéressant de savoir pourquoi on nous a donné nos prénoms, parce qu'à travers les prénoms, là aussi, on va projeter des choses. Et malheureusement, ça ne va pas s'arrêter là, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure qu'on grandit, eh bien, on va projeter sur nous des tas d'étiquettes. Alors, il y a des étiquettes qui sont très lourdes à porter. Par exemple, je cite souvent « ta sœur est belle, mais tu es intelligente », ça fait 40 ans. La belle se croit idiote et l'intelligente se croit moche. C'est terrible, quoi. On va comparer les enfants à leurs frères et sœurs. L'idéal serait de ne jamais comparer les frères et sœurs entre eux. L'idéal. On va comparer les enfants à des membres de notre famille. Alors là, il y a souvent des règlements de compte. Si on ne s'entend pas tellement avec sa belle-mère et qu'on est en conflit avec sa fille, on va dire qu'elle ressemble à la belle-mère, etc. Ou à la sœur qu'on n'a pas aimée ou au frère. Il y a beaucoup de règlements de compte dans les projections. Et lié à la psychogénéalogie aussi, bien qu'il n'y ait pas de lien génétique, il peut y avoir des gens très importants comme la nounou, comme la fille au père, comme le professeur, comme les voisins. Il y a toute la psychogénéalogie, ce n'est pas uniquement génétique. C'est ce qui nous a permis de grandir. Et puis, tout ce système de projection qu'on a reçu, d'identification qu'on a faite, va nous amener à répéter. Alors, ces répétitions, il y en a qui sont parfaites. Mon père était médecin, il adorait ses patients. J'adore mes patients. Je suis en pleine répétition psychogénéalogique, mais ça me plaît. Par contre, il va y avoir des choses qu'on va répéter et qui ne nous conviennent pas du tout. J'ai été battue et je rebats mon enfant. C'est terrible. Ou là, j'ai un patient qui me dit « J'ai été abandonnée par mon père ». Je dis que je ne ferai jamais ça et je refais exactement la même chose avec mon fils qui a 11 ans. On répète des choses inconsciemment.
Et parfois, on veut surtout pas répéter. Il y a eu un papa super autoritaire, une maman hystérique. On veut surtout pas répéter. Alors, on est acculé à faire le contre-scénario. Donc, le travail, à ce moment-là, c'est de dire, mais il y a quand même bien une ou deux qualités dans ce père que vous pouvez pas voir, vous, cette mère. Il y a quand même eu des bonnes choses. Essayez de reprendre ce qui a été positif. Parce que être arc-bouté à surtout pas faire comme, c'est pas être libre. Nous sommes tous divins. Je reviendrai là-dessus. Mais la première des choses, c'est que nous nous traînons un poids de frustration, de regret, de colère, parfois de haine, mais qui nous étouffe, qui nous empêche de vivre. Donc la première des choses, si on veut bien vivre, vivre pleinement, vivre toutes ses potentialités, c'est nettoyer les valises émotionnelles qui nous plombent la vie et qui nous empêchent d'avancer. Donc nous avons un travail à faire sur notre passé, notre enfance, notre adolescence, notre jeunesse, mais aussi sur notre passé d'adulte. Il y a des tas de choses qui ont été difficiles, des histoires d'amour malheureuses, des études qu'on n'a pas pu faire pour X raisons, des licenciements, des échecs répétitifs. Enfin bon, on se traîne tous des choses dont on souffre. Et on n'est pas fait pour souffrir, on est fait pour être heureux. Mais on ne va pas penser, et c'est ça qui m'avait tellement surpris quand j'avais fait cet entretien avec Jodorowsky, que nos parents ont eu eux-mêmes une enfance, une adolescence, et qui vont nous élever en fonction de leur propre histoire. Le sous-titre de mon premier livre est « Nous sommes tous les enfants de notre enfance ». Le fait de partir à la recherche de nos parents en tant qu'adultes, et ayant eu eux-mêmes un parcours, et non pas, quand on est tout petit, c'est des dieux, les parents, puis après on les rejette et on les critique. Et pour nous aussi, nous n'avons pas été un enfant idéal, sans leur rêve. Bon. À partir du moment où on commence à regarder ses parents comme des êtres humains à part entière, et non plus comme nos parents, on commence à comprendre beaucoup de choses. Et nous souffrons la plupart du temps de choses qui n'ont rien à voir avec nous. L'enfant, il ne veut pas être aimé parce qu'il est l'enfant. L'enfant, il voudrait être aimé comme si on avait été dans un grand magasin et qu'on aurait choisi un petit garçon, une petite fille et qu'on aurait dit c'est celui-là que je veux, c'est celle-là que je veux. L'enfant veut être aimé pour lui-même, pour ce qu'il est. Et ça, c'est très, très rare, parce qu'il faut déjà que les parents soient très évolués pour accepter d'accompagner l'enfant tel qu'il est, et non pas tel qu'ils perçoivent en fonction de ce qu'ils ont vécu, ou tel qu'ils veulent qu'il soit. Fuir ses parents, dans certains cas extrêmes, c'est la meilleure solution. Mais c'est jamais la solution idéale. Jamais, jamais, jamais. Parce que nos parents, même s'ils sont morts depuis 20 ans, on a notre parent portatif intérieur. Fête de Noël, c'est le sujet sur lequel j'ai été le plus interviewée à la radio. Maman va encore me rabaisser. Et elle va encore faire son cinéma habituel. Et, oui, mais moi, j'y réponds plus. J'ai eu des patients comme ça, ils avaient comme exercice, je leur avais suggéré, de compter les agressions. Il y a des gens qui sont partis en vacances. Ils se payaient des vacances avec le fait d'avoir été calme et d'avoir pas pris pour eux. Et le nombre d'agressions était tellement fort dans une soirée que ça payait une semaine de vacances. Il y a moyen de dédramatiser. C'est-à-dire que la maman hystérique, le papa parano, pervers narcissique. À partir du moment où vous comprenez que ce sont des gens malades, qui sont dans leur cinéma, et que ça ne vous atteint plus, il n'y a plus de problème. Et ça vous permet de les voir sans attendre d'eux ce qu'ils ne peuvent pas vous donner. C'est-à-dire sans faire le deuil de l'amour qu'ils ne peuvent pas vous donner. Je dis souvent
que le jour où on réalise que nos parents étaient des névrosés comme tout le monde, on a fait un très 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 grand pas. C'est un des grands pièges que dénoue la psychogénéalogie. C'est la faute des autres. C'est de la faute à mon père, c'est de la faute à ma mère, c'est de ma faute à pas de chance, c'est de la faute à mes frères et sœurs. Tout un système de victimisation. Or, quelqu'un d'autre, dans la même situation, aurait pu réagir tout à fait différemment. D'ailleurs, les frères et les sœurs, mais qui n'ont pas fait l'objet des mêmes projections et des mêmes identifications, ne perçoivent pas du tout leur famille de la même façon. C'est une alchimie entre ce qui s'est passé, nos parents et nous-mêmes, et nos frères et sœurs et nous-mêmes, et nos grands-parents et nous-mêmes. Donc, la guérison d'une psychogénéalogie, c'est quand on a nettoyé suffisamment émotionnellement les choses pour ne plus souffrir du passé. Et au fond, c'est de se dire, mais c'est pas de se dire, c'est de le vivre. Au fond, cette famille était idéale pour mon évolution. Il ne s'agit pas de se raconter des salades, ça a été difficile, ok. Ça a été dur, ok. Certains parents n'étaient pas du tout doués pour être parents. Il y avait même eu parfois des choses très graves, des incestes, des viols, etc. En quoi je me réapproprie mon histoire pour en faire quelque chose d'utile et aussi pour en faire quelque chose d'utile pour les autres. Donc, non, c'est pas la faute de papa, c'est pas la faute de maman. C'est de la faute de personne. Le pardon est une notion à laquelle je suis extrêmement attachée et qui est une notion qui est absolument mal comprise. La plupart des gens ne veulent pas pardonner parce qu'ils se disent « mais comment si je pardonne c'est nier ma souffrance, c'est nier qu'ils étaient comme ceci, comme cela ». Il ne s'agit pas du tout de nier sa souffrance, il s'agit au contraire de la traverser, de la chevaucher, de la dépasser. Oui, on a souffert. Mais on croit toujours le drame avec la névrose et la maladie mentale. C'est qu'on imagine toujours que les gens auraient pu faire autrement. On n'en veut pas à quelqu'un d'être paralysé, on n'en veut pas à quelqu'un d'être diabétique, on n'en veut pas à quelqu'un d'avoir un cancer. On en veut à quelqu'un qui a une personnalité toxique et on se dit, ça pourrait avoir fait autrement. Donc, le pardon, c'est pas nier sa souffrance, c'est pas se raconter que tout le monde il était beau, il était gentil. C'est pas forcément se remettre dans des circonstances toxiques non plus. C'est simplement se dire, je guéris en moi les séquelles du passé, je me prends en charge et j'en fais quelque chose. Un des avantages non négligeables de la psychogénéalogie, c'est que ça permet d'aller très vite aux causes des mal-être. Même si souvent c'est manque de confiance en soi, c'est manque de confiance en la vie, ça peut être problème récurrent professionnel, problème récurrent amoureux, ça permet d'aller beaucoup plus vite sur ce qui génère la cause. Alors parfois aussi, nous héritons de choses que nous ont transmis nos parents. On peut avoir des angoisses qui ont été héritées, par exemple de notre mère. La vie fœtale peut être intéressante, parce qu'il peut y avoir eu un choc. Par définition, nous aimons nos parents, même si nous avons des conflits. Et on va s'interdire parfois de dépasser nos parents, ou on va s'interdire de leur désobéir. On va être prise dans un espèce de syndrome de fidélité. Or, nous avons à nous réaliser. Donc, il faut arriver à dépasser ça. Il y a aussi des personnes qui n'ont jamais vu leurs parents s'arrêter, travailler tout le temps. Ils ont un mal fou eux-mêmes à s'arrêter, etc., etc. C'est-à-dire qu'on va reproduire les projections, mais on va reproduire aussi ce qu'ont été nos parents. Donc c'est très très important de prendre conscience de tout ça et de faire un gentil nettoyage sans oublier, je suis très attachée à ça, les valeurs positives de notre psychogénéalogie. Et j'ai écrit le deuxième livre, Faire de sa psychogénéalogie une chance, en particulier parce qu'il y a des gens qui font de la psychogénéalogie une chaîne de malheur. Non, c'est notre trésor, il faut le travailler. Nettoyer les souffrances intérieures de la psychogénéalogie et du passé, c'est indispensable. Une fois qu'on a déposé ses valises, on va faire un beau voyage. Et la vie n'est pas finie, loin de là, et c'est passionnant. Alors la deuxième chose, la deuxième étape qui est fondamentale,
c'est de prendre conscience que nos pensées créent, nos sentiments créent, nos émotions créent, nos ressentis créent. Or, ça n'est pas du tout culturel. Quand on dit à une personne « essayez de penser positivement », on se dit « bizarre ». Or, nous n'en avons pas conscience, mais nous sommes éduqués, dès le sein de notre mère ou le biberon, à penser négativement. Je ne vais pas y arriver. La vie est difficile. Je découvre une relation affective. Oh là là, mais c'est pas possible, il va réaliser ou elle va réaliser que je suis pas du tout faite. On est dans la dépréciation de soi tout le temps. Le père de la pensée positive, c'était Émile Coué, et c'était pas du tout un illuminé, c'était un pharmacien. Et ce pharmacien, il s'est aperçu que les gens qui avaient bon moral guérissaient plus facilement, plus rapidement. Il s'est dit, mais finalement, on pourrait faire une affirmation pour ça. Et il a créé l'affirmation. Chaque jour, à tout point de vue, je vais de mieux en mieux. Les Français lui ont ri au nez. Il a pris son bateau et il est le père de la pensée positive américaine. Toute idée que nous avons dans l'esprit devient une réalité dans le domaine de la possibilité. Et que, étant malade, nous nous imaginions que la guérison va se produire. Celle-ci se produira si elle est possible. Si elle ne l'est pas, nous obtiendrons le maximum d'amélioration s'il est possible d'obtenir. Le second principe est celui-là. Ce n'est pas, contrairement à ce que l'on pense, la volonté qui est la première faculté de l'homme, mais l'imagination. La connaissance de ce fait est extrêmement importante et, si nous savons en profiter, nous pouvons, grâce à elle, devenir maîtres de nous-mêmes. Je vous dis qu'à partir de maintenant, cette défiance va diminuer graduellement pour faire place au contraire à une sensation de confiance en vous-même qui vous rendra capable de faire non seulement bien, mais même très bien, toutes les choses que vous désirez faire, à la condition toutefois qu'elles soient raisonnables. Donc, chaque fois que vous désirez faire une chose raisonnable, une chose qu'il est de votre devoir de faire, partez toujours de ce principe que cette chose est facile du moment qu'elle est possible. Et dans ces conditions, cette chose vous devient facile, alors même qu'elle serait impossible pour une autre si vous l'aviez considérée comme telle. Par conséquent, que les mots difficiles, impossibles, je ne peux pas, c'est plus fort que moi, je ne peux pas m'empêcher d'eux, disparaissent complètement de votre vocabulaire. Ce qui est français, que c'est facile et je peux. Avec ces paroles, on a compris des prodiges. Prenons des exemples tout simples pour comprendre l'importance de ça, parce que c'est vraiment de la vigilance au quotidien. Vous vous levez du mauvais pied, de mauvaise humeur. Si vous ne faites pas un travail pour ça, vous allez avoir une journée de merde. Excusez-moi d'être vulgaire. Ben, évidemment, vous allez faire la tête tout le temps. Ça va faire que les gens en face vont vous répondre sur la même vibration. Et évidemment, vous allez avoir complication sur complication. C'est passeport immédiat pour une journée dramatique. Si, à l'inverse, vous vous levez de bonne humeur, si tout va bien, la vie va vous sourire. La pensée positive, ça n'est pas cuit-cuit les petits oiseaux, tout va très bien madame la marquise. La pensée positive, c'est d'abord être dans le réel. C'est-à-dire, ok, je suis de mauvaise humeur, je suis triste. Pourquoi? Au lieu de le refouler et de continuer à être de mauvaise humeur toute la journée. Pourquoi je suis triste? Qu'est-ce qui fait que je suis triste? Qu'est-ce que je peux améliorer pour ne plus être triste? Il y a peut-être quelque chose. Bon. Peut-être que je dors pas assez, qu'il faut prendre soin de moi. Peut-être qu'il y a quelque chose qui me tracasse. Peut-être que j'ai pas osé dire à quelqu'un que j'avais un problème et que je refoule, et que je vais exploser comme une cocotte minute parce que j'ai pas su communiquer. Il y a une raison. La pensée positive, ce n'est jamais refouler. Les sentiments que l'on a, c'est justement pour les travailler, pour évoluer. Une fois qu'on a compris, qu'on est à l'écoute de soi, c'est une gymnastique, la pensée positive.
Bon, je sais qu'en France, on est assailli de négativité. Il y a des outils très utiles pour changer votre vie. La réalité est neutre. C'est nous qui allons la colorer avec j'aime, j'aime pas, c'est pénible ou au contraire c'est agréable. Un exercice qui change la vie, c'est se lever le matin en étant dans la gratitude. On a un toit sur la tête, une nouvelle journée s'offre à nous. Si on est vigilant, on va apprendre plein de choses dans cette journée. Parce que la qualité de la vie dépend de la vigilance qu'on a à la vivre. Si on est tout le temps avec un petit vélo dans la tête et penser, ruminer le passé et se faire du souci pour le futur, c'est... non. Merci pour ce que j'ai. Tout le monde n'a pas une douche bien chaude. Tout le monde n'a pas un bon petit café ou thé ou chocolat. Remercions pour ce que j'ai. Et remercions aussi les autres à côté de nous d'être là. L'autre ne va pas de soi. L'autre qui partage notre vie, c'est aussi un cadeau. Donc, plus on va remercier déjà la vie pour ce que l'on a, plus aussi on va être conscient que l'autre n'est pas acquis. Non, on a à regarder l'autre et on a aussi à lui dire qu'on l'aime et remercier pour qu'il existe. Et c'est vrai si on vit seul et qu'on a un petit chat ou un petit chien. C'est important de remercier l'animal qui nous accompagne. Au lieu d'être, oh là là, comment je vais finir le mois. Il y a un iPhone qui sort et puis je voudrais le dernier modèle et je ne vais pas pouvoir me le payer. Ma belle-mère m'a fait une réflexion. Mon travail, c'est routinier. La liste des litanies, la liste des litanies négatives qui, au lieu de nous aider et de nous pousser et d'être joyeux, nous plombent. Donc, déjà, la gratitude. Et le soir, important de remercier pour tout ce qu'on a vécu dans la journée. Important d'être vigilant à ce qui arrive. La gratitude est quelque chose qui change profondément la vie. Il y a plein d'autres choses qui changent profondément la vie. Être à ce que l'on fait. Vous conduisez, au lieu d'avoir 1000 pensées dans la tête, être à ce que vous faites. Vous faites la cuisine, être à ce que l'on fait. En général, quand on travaille, on est davantage à ce que l'on fait. Être là, être présent. On puise dans ces énergies une source anormalement considérable, on est épuisé parce qu'on n'est jamais là. On est tout le temps dans sa tête. En général, on n'écoute pas ce qu'on entend, on ne regarde pas ce qu'on voit, on n'est pas dans son odorat, on n'est pas dans son toucher. Très important aussi, donner du bonheur aux autres. On peut être générateur de positivité pour les autres. On peut être générateur de sourire. On peut être générateur de compliments. On peut être générateur d'encouragement. Demandez à la caissière du supermarché ce qu'elle en pense. Elle est souvent considérée comme un meuble, la pauvre femme. Et quand quelqu'un s'intéresse à elle et la regarde, la voit, c'est bien sympa. Essayons de ne plus vivre automatiquement. On peut, tout au fil de la journée, être un facteur de positivité pour les autres, être un facteur de joie, être un facteur de bonheur, être un facteur d'encouragement, c'est très important. Donc, à partir du moment où on voit la réalité de façon positive, qu'on y met de l'énergie, on va forcément attirer des choses différentes. Même Wendeyer, quelques années avant de mourir, avait dit, mais on n'attire pas ce que l'on veut, on attire ce que l'on est. Et ça, c'est bien plus intéressant. On attire ce que l'on vibre, absolument. Et si vous apprenez à voir de la réalité le positif, ou voir le négatif, je suis triste aujourd'hui, pourquoi, et je ne veux pas rester là-dedans, forcément, vous allez attirer d'autres choses. Beaucoup de gens se disent, je vais être heureux quand j'aurai plus de problèmes. La vie est une suite de problèmes. Alors, il y a déjà les problèmes qu'on se crée tout seul, hein. C'est-à-dire que, non, on n'aime pas notre future belle-fille.
c'est le choix de notre fils. On l'a pas aimé ou ne pas l'aimer, c'est son choix. Bon. Non, on n'aime pas cette nouvelle collègue. Ben oui, mais on va devoir travailler ensemble. Bon. Donc déjà, il y a plein de problèmes qu'on se crée tout seul comme des grands. Il y a des problèmes, et au lieu de commencer à mettre la machine négative en route, comment ça m'arrive à moi, c'est épouvantable, je suis victime, qu'est-ce que je vais faire pour résoudre ce problème? Puis, parfois, il y a des choses qui ne se font pas. On passe un entretien d'embauche, ça ne se fait pas, catastrophe. On était fixé sur l'achat d'une maison, d'un appartement, ça ne se fait pas, catastrophe. Si vous avez la certitude que ça ne s'est pas fait parce qu'il y a quelque chose de mieux qui vous attend, je peux vous garantir que vous trouverez mieux que ce que vous aviez là. Nous sommes programmés à l'idée que nous sommes un pauvre petit être malheureux, seul au monde, et qu'en plus le monde est hostile, et qu'on nous a bien répété quand on était petit que si on ne se donnait pas beaucoup de mal, on allait être pauvre, SDF, sur le trottoir, qu'on n'allait pas y arriver. Enfin, on nous a fait un cinéma catastrophe et on est persuadé que c'est normal que la vie soit dure. C'est pas vrai du tout. La vie n'est pas dure, c'est nous qui la rendons dure. Parce qu'il y a des épreuves qu'on refuse, on ne veut pas, et qu'on les prend d'une façon négative. Donc, très important aussi, ne jamais se coucher sans s'être félicité pour 3 choses. Pas forcément ce qu'on a fait, parce que Dieu sait si on est dans une civilisation du faire, mais aussi pour ce qu'on a été. On est unique, on est une merveille, et on n'est pas fait pour être malheureux. On est fait pour se développer. Le monde a besoin de nous, parce que quand on est heureux, on collabore positivement au monde. Une fois qu'on a nettoyé ses souffrances, une fois qu'on est vigilant à ce que l'on vibre, ce que l'on émet, et qu'on est dans la gratitude et dans l'instant présent, et qu'on donne du bonheur aux autres, on a un autre travail à faire. C'est ce que j'appelle la 3e étape. C'est qu'au fond, on est complètement dans la matière. Alors, il ne s'agit pas de nier la matière. Et il ne s'agit pas non plus de la fuir, parce que c'est pas quand on sera sur un autre plan qu'on fera l'expérience de la matière. La matière, c'est entre autres avoir un corps. C'est très important de s'occuper de notre corps. C'est notre véhicule, c'est notre temple. Donc il faut veiller à lui donner le sommeil qu'il lui faut, il faut veiller à lui donner l'alimentation qu'il réclame, etc., etc. Il faut prendre soin de son corps. La matière a ses règles. Je suis subjuguée par la beauté de ce monde, la beauté de la nature, la beauté de la lumière, la beauté était très très importante pour moi. Mais ce n'est qu'une toute petite partie. Et en fait, ça nous coince, ça nous enferme, ça nous fait croire qu'on est un être matériel qui fait une expérience spirituelle. C'est pas du tout ça. Nous sommes un être spirituel qui fait une expérience matérielle. Et le drame de l'être humain, l'illusion la plus dramatique de l'être humain, c'est la mort. Ce que beaucoup de gens pensent, c'est fini. Beaucoup de gens pensent, quand ils ont perdu quelqu'un, je l'ai perdu. Or, il est quand même reconnu maintenant qu'il y a une vie après la mort. Il y a des médiums dignes de foi qui font des témoignages. Il y a les gens qui ont fait des NDE ou des EMI, c'est-à-dire c'est des gens qui sont quasiment morts et qui ont fait tout un chemin, c'est-à-dire qu'ils sont déjà vus au-dessus de leur corps et que ce qu'ils entendaient quand ils sont revenus à eux existait bel et bien. Il y a même plusieurs hôpitaux maintenant où on met des caméras avec des choses cachées et les personnes arrivent à découvrir ce qui est caché. Mon mari m'avait dit, t'en fais pas, ça va bien se passer, on t'attend dans la salle d'attente. Je pense à lui tout bêtement et flac, je me trouve dans la salle d'attente de l'hôpital et je prenais conscience de traverser les murs. Mais ça allait à une grande vitesse, je n'avais même pas le temps
de ralentir quoi que ce soit. Je crois qu'on ne se pose même pas des questions, ça se fait, c'est tout. Et surtout, là, je vois que vous me regardez, par exemple, donc vous me voyez. Tandis que là, moi, je regardais mon mari, je regardais mon beau-père, mais vraiment, je prenais conscience qu'il ne me voyait pas. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'allais à droite, j'allais à gauche, je faisais des coucous. À certains moments, j'ai mis même ma main sur l'épaule de mon beau-père et ma main a traversé son corps. Et je pense à mes enfants, et sans avoir eu le sentiment de sortir de la salle d'attente de l'hôpital ou de parcourir un trajet, je me trouve chez mes parents. Maman est en train de dire à papa, oh là 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 là, dans quel état elle doit être Nicole, parce que Michel lui avait apporté le matin tout un drap maculé de sang qu'on m'avait mis entre les jambes quand je suis allée à l'hôpital. Et donc, ma maman avait très très peur, quoi. Et papa disait vite, j'avais encore un petit frère de 11 ans, on va l'accompagner à l'école pour être là quand Nicole se réveillera suite à son opération. Donc, plus tard, bien plus tard, quand j'en ai discuté avec papa et maman, ils m'ont confirmé que c'était vrai. De plus en plus de gens témoignent, et il y en a énormément de par le monde, qu'ils ont vécu un état où ils sont venus haut, et puis il y a plusieurs étapes. Ensuite, on voit la lumière, ensuite, on voit des jardins magnifiques, des couleurs magnifiques. Et il y a un moment où on leur fait comprendre à ces gens-là que leur temps sur Terre n'est pas fini, qu'ils ont encore une mission à faire. Alors, je me suis intéressée à ça depuis des années et des années et des années. J'ai bien connu Patrice Van Hersel, qui a écrit le premier livre sur le sujet, qui est un ami, et ça s'appelait La Source Noire. Il était journaliste là, actuel, et il a enquêté par le monde entier sur ces phénomènes il y a 30-40 ans. Mais où peut être la conscience, puisque on se dit que la conscience c'est notre cerveau? Ben non. La conscience est ailleurs, et on ne sait pas comment ça marche. Et puis, il y a beaucoup de personnes qui ont des communications avec les morts. Alors, ça ne va pas être un face-à-face, mais ça va être des petits signes, ça va être des odeurs, ça va être tout d'un coup le sentiment que la personne disparue est là, est présente. Comme on est englué dans notre matière, alors que tout est énergie, et que derrière cette énergie, cette vibration, il y a l'intention. C'est l'intention qui va créer la matérialisation. Quand on sort de la matière, et la physique quantique fait tellement de progrès, et c'est la physique quantique qui va nous aider à trouver justement un sens, et va retrouver de la spiritualité, c'est que le temps n'existe pas comme nous le connaissons ici. L'espace n'est pas le même. Et en fait, nous sommes dans une espèce d'hologramme où chaque être vivant vibre à des fréquences. Donc, mais une fois qu'on sait qu'il y a une vie après la mort, de quoi peut-on avoir peur au fond? Il y a un psychiatre ici très connu, malheureusement le livre n'est pas traduit ici, Brian Weiss, qui lui croyait en rien non plus, et qui, à 40 ans, a eu une patiente qu'il n'arrivait pas à soigner. Et il l'a mis en relaxation, et elle a commencé à lui parler de vie il y a 4000 ans. Le psychiatre n'en revenait pas, quoi. Enfin, il s'est dit, je deviens fou, personne ne va me croire, je vais être radié de l'ordre des médecins si j'en parle, enfin, parce que tout ça, c'était il y a une trentaine d'années. Il y a aussi des tas de témoignages de vie antérieure qui sont extrêmement plausibles. On a parlé tout à l'heure du fait que la psychogénéalogie, c'est de la faute des autres, hein. De même que les gens qui font des régressions dans leur vie antérieure, en disant « Non, c'est pas cette vie, c'est une autre vie, là, je suis pas d'accord. » Parce que nous avons tout le matériel pour travailler sur nous et pour évoluer dans cette vie-là. Mais à partir du moment où on sait qu'il y a une vie après la mort, et à partir du moment où on sait qu'on vit des tas d'expériences et des tas de vies, ça nous rend beaucoup plus positifs, ça nous permet de lâcher prise. Et puis ça nous rend beaucoup plus humbles aussi, parce qu'il ne faut pas croire qu'on a toujours été que des gentilles personnes pleines d'amour. Donc ça nous permet de dire aussi, je n'ai pas le droit de juger, parce que je ne comprends pas. Il faut avoir l'humilité qu'il y a certaines choses qu'on ne comprenne pas, et que le mal dans le monde, c'est des choses qu'on ne comprend pas forcément. Donc, oui,
On a eu des vies où on a fait des choses positives. On a eu des vies où on a fait des choses très négatives. Ce qui est important, c'est de savoir faire un diagnostic. Si une personne est hystérique, ou un comportement hystérique, je préfère, un comportement hystérique, comportement paranoïaque. Si quelqu'un est pervers narcissique, il faut savoir faire le diagnostic. Mais on n'a pas à juger la personne. On serait peut-être beaucoup plus hystérique que cette personne si on avait vécu ce qu'elle a vécu. Beaucoup plus paranoïaque, etc., etc. Le fait de savoir qu'il y a une vie après la mort, que nous sommes là pour progresser, que nous sommes là pour apprendre, que nous sommes là pour expérimenter, ça nous fait beaucoup plus aimer, beaucoup plus être en empathie, et ça nous interdit de juger. La méditation, il y a beaucoup de méditations guidées, très bien, mais c'est pas de la méditation. C'est excellent, je recommande, c'est plutôt de la relaxation, et ça aide à travailler sur soi, super. Mais la méditation, c'est être assis sur une chaise, la colonne vertébrale droite, et simplement se fixer sur sa respiration. La méditation, c'est être. Et ne pas s'attacher à ses pensées qui vont être, puisque nous sommes en monde alpha à ce moment-là, hyper variées et hyper nombreuses, parce que c'est pas à sa table de travail qu'on a le plus d'idées, c'est quand on se repose, quand on marche, quand on est sur son canapé. Là, le cerveau est à la fête. Et concentré sur sa respiration, on va avoir des tas d'idées. Ne pas s'attacher à ces idées, les voir comme des nuages qui défilent dans le ciel, et être centré tranquillement sur sa respiration. Quand on fait ça 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure par jour, ça nous fait nous connecter immédiatement avec cette partie du moi qui n'est pas uniquement la matière, et aussi les corps vibratoires. Alors, qu'est-ce que c'est l'ego? L'ego, dont on n'en parlait pas du tout en psychologie, les thérapeutes qui s'ouvrent au travail spirituel en parlent. L'ego est absolument nécessaire. L'ego, c'est ce qui nous fait dire « moi je ». Le petit bébé, il est pulsion, puis il grandit, puis il commence à se reconnaître dans un miroir, puis il a une phase de non, assez pénible pour les parents. Non, moi je, moi veux, moi si, moi ça. Là, il commence à comprendre qu'il est un individu à part entière. Et si on ne peut pas dire moi je, on est fou. Là, on n'est pas névrosé, on est psychotique, on est schizophrène, et c'est pas le but du bonheur. Seulement voilà, le petit enfant qui commence à dire moi je, moi veux, moi pas, il commence à prendre conscience qu'il est un individu séparé à part entière. Avant, il fusionnait avec maman, il fusionnait avec papa, il fusionnait avec l'entourage. Là, moi je peux, moi je veux. L'ego qui est nécessaire, il ne faut pas le rejeter, notre ego, il n'y a rien à jeter, mais il faut quand même l'apprivoiser, parce qu'il est insupportable, notre ego. Alors, il nous donne l'illusion d'être dans la séparation. Il y a moi, il y a la nature, il y a les animaux qui dominent la matière. Vous pensez qu'il y a les autres et vous. Vous pensez qu'il y a le monde et vous pensez qu'il y a l'univers. Si vous êtes religieux, vous pensez qu'il y a Dieu et vous. C'est une illusion totale. Alors, l'ego, il crève de peur. Toutes nos peurs viennent de l'ego. Peur de ne pas y arriver, peur d'être malade, peur d'être handicapé, peur de mourir, peur d'être sans abri, peur de manquer, la terreur, peur de ne pas être aimé, peur de ne pas être considéré. Alors forcément, l'ego, il nous rend compétitifs. Alors on va se comparer aux autres. On se compare, on se désavantage, on se dévalorise. On est content quand on a des signes extérieurs de richesse. Parce que ça donne l'impression d'être supérieur aux autres. J'ai une belle voiture, j'ai une belle maison, je gagne de l'argent. Tout ça. J'ai le pouvoir. Le pouvoir, c'est un outil merveilleux, c'est rendre possible.
Mais le pouvoir façon égo, c'est écraser les autres. Ça n'a rien à voir, c'est pas du tout rendre possible. C'est ma gloriole. L'ego, il n'y a jamais assez, toujours plus. Tu m'aimes, t'es sûr que tu m'aimes encore. L'ego veut, et au fond, pourquoi l'ego est si fort? C'est parce qu'on ne s'aime pas. Alors ça peut paraître complètement antinomique, quoi. D'un autre côté, on veut dominer les autres, mais on ne s'aime pas. Bah oui, parce que s'aimer, c'est pas se prendre pour la 8e merveille du monde. S'aimer, c'est être en paix avec soi. Quand on ne s'aime pas, c'est un travail à temps complet. C'est très difficile de comprendre ça. Parce que, au lieu de communiquer avec l'autre, je me dis, oh, qu'est-ce que l'autre pense de moi? Quel effet je vais faire? Donc, on ne voit pas l'autre, on voit l'autre comme un miroir de soi, de la mauvaise image qu'on a de soi. Et on est toujours en train d'essayer de prouver. Donc, la seule façon d'apaiser l'ego, c'est de s'aimer, de savoir qu'on est comme on est, qu'on n'est pas parfait, loin de là, mais qu'on est unique. Ça suffit déjà, on est chacun unique. Et on est tous reliés. Et on est là pour faire des choses. La vie est belle. on est là pour le bonheur et donner du bonheur et transformer. Mais l'ego, s'il ne se limitait qu'à nous, c'est déjà un grave problème. Mais c'est qu'il va beaucoup plus loin. On est dans un ego social. Les nations ont un ego. La société a un ego. Les professions ont un ego. Et il faut quand même bien reconnaître qu'on est dans une société complètement malade, qui justement met le culte de l'ego. On est dans le paraître, on est dans le faire, on est dans l'avoir. Mais être, c'est ça le fond, c'est ça la 4e étape, apprendre à être. Vivre notre divinité intérieure, c'est être connecté avec notre dimension supérieure. C'est très simple, c'est très humble. Ça ne demande pas d'avoir des dons particuliers, ça demande d'avoir conscience que nous sommes tous reliés. Ça demande d'avoir conscience que nous ne pouvons pas tout comprendre. Nous ne pouvons pas tout expliquer, que le mal dans le monde est un mystère, mais que le mal dans le monde, on y a participé aussi, donc on n'a pas à juger. La seule et unique façon de changer le monde, c'est de se changer soi. Et se changer, ça ne veut pas devenir quelqu'un d'autre. Ça veut dire polir le diamant, parce que nous ne nous souvenons plus, puisque nous sommes dans la matière et que nous avons fait ce choix. C'est pas facile du tout de naître. Tout le monde s'extasie devant un magnifique petit bébé, mais tout d'un coup, on oublie tout. Et on est là pour retrouver, progresser. On a fait le choix de certaines choses, justement pour évoluer, qui ne sont peut-être pas toujours des plus confortables, puisque c'est justement sur ce point on doit évoluer. Au fond, c'est se souvenir de ce que l'on est vraiment. Et nous sommes un être divin. Ça m'amène forcément à parler des religions et de la spiritualité. Si vous avez la foi en une religion, ce qui vient souvent de votre psychogénéalogie d'ailleurs, et que quand la famille a bien vécu cette foi, et qu'il y a eu de l'amour, tout naturellement on la perpétue cette foi. Par pitié, vivez-la. Mais souvent, les religions, c'est vu à l'extérieur. Dieu est vu à l'extérieur. Non, Dieu, c'est pas le vieillard avec sa barbe blanche sur son trône dans le ciel. Dieu, ça se vit. Dieu, ça ne se croit pas, ça s'éprouve. C'est une connexion. Parce qu'autrement, vous allez vous retrouver avec des dogmes. Il faut dire quand même que les religions ont une propension à s'intéresser à ce qui se passe sous notre couette.
C'est fou ce que les religions s'occupent du corps et de la sexualité, et de l'amour et du couple. Non. Si vous croyez en une religion, c'est là pour vous aider à aimer davantage et à évoluer. Et quand j'ai des patients qui sont croyants, en quoi ça change ta vie ou en quoi ça change votre vie? Parce que on a vu qu'il fallait apprendre à avoir confiance en soi et s'aimer, mais il faut aussi avoir confiance en la vie. Il y a, à l'inverse, il y a des tas de gens qui ne croient pas dans ces dieux des religions et qui du coup disent il n'y a rien. Il n'y a rien, il n'y a pas de Dieu, il n'y a rien avant, il n'y a rien après. Quel dommage, parce qu'ils se coupent d'une partie d'eux-mêmes. Et il faut bien faire la distinction entre religion et spiritualité. Et quand on vit sa religion d'une certaine façon, il y a beaucoup de spiritualité. Et on peut très bien être spirituel, profondément croyant, mais dans une autre forme de Dieu. C'est mon cas. Mais je ne fais pas de prosélytisme. Moi, ce que je ressens profondément, c'est que Dieu est une énergie, qui ne s'appelle peut-être pas Dieu d'ailleurs. Il y a une énergie, c'est un mystère, mais il y a plusieurs façons de le vivre, en aimant. Et puis, il y a une chose, moi, qui m'émeut aux larmes, c'est les phénomènes de synchronicité. C'est Jung, le psychanalyste suisse, qui, un jour, analysait le rêve d'une patiente qui avait rêvé d'un scarabée. Et la fenêtre était ouverte, il était en Suisse, c'était l'été, et il y a un magnifique scarabée qui est arrivé par la fenêtre. Et il a été tout ému, et il a montré à sa patiente, et c'était une merveille, quoi. Et il a synchrone, ça veut dire que deux événements se passent de concert. Quand on est vigilant, peut-être que le thème le plus important qu'on aura vu tout au fil de cet entretien, c'est être vigilant. Si on est vigilant, mais on vit en pleine magie, on vit en pleine énergie. Souvent la synchronicité m'émeut aux larmes. Un rendez-vous, il y a quelqu'un qui a un problème. Aussitôt, il y avait besoin de ce rendez-vous disponible pour quelqu'un d'autre. Comme notre pensée, nos émotions, nos sentiments, nos ressentis créent. Par exemple, si tout d'un coup, vous avez envie d'aller aux États-Unis, ou si vous avez envie d'aller dans les Cévennes, et que vous proposez ça, la vie va conspirer à vous répondre, et vous allez avoir des tas d'aides magiques de la vie. Donc la synchronicité, c'est fait. Par exemple, une personne, sa fille recherche un stage, et une de ses amies l'appelle, ça fait 6 mois qu'elle ne l'avait pas vue, et elle lui dit, j'étais débordée, je monte une entreprise, et elle a besoin d'une stagiaire. À partir du moment où on met une intention, la vie nous aide à la réaliser, cette intention. Ça a toujours existé, mais c'est le fait qu'on y soit vigilant. Deuxième chose, qui pour moi fait vraiment vibrer la spiritualité, et qu'il y a une énergie qui est sans doute... On a tellement eu besoin d'un Dieu créateur, on a eu tellement besoin de... Mais peut-être que c'est un processus de création constant. L'univers, on ne le connaît pas. Peut-être que l'univers est en processus d'évolution constant. On a eu... il y a eu des centaines de civilisations. Il y en aura d'autres. Tout ça, c'est des cycles. C'est des états de conscience. Tout ça, c'est avancer, comprendre, évoluer. Ce serait vraiment ridicule de penser nous sommes la seule planète dans l'univers avec les millions de galaxies, les millions d'univers où il y a de la vie. Donc, Dieu, il est forcément en harmonie avec si Dieu il y a, si c'est ce nom, avec ces milliers d'autres vies. Je trouve qu'il y a beaucoup de joie et de paix à admirer le mystère sans chercher à le comprendre, à le définir, mais en essayant de le vivre. Et personnellement, je ne vous demande pas de me croire sur parole, mais je crois que c'est le plus beau cadeau que je puisse faire. Je travaille beaucoup avec mes guides. Nous avons tous, beaucoup de civilisations parlent des anges gardiens.
moi je dis qu'on a des guides, des êtres de lumière, qui sont là pour nous aider, pour nous accompagner, parce qu'ils ont besoin de nous. Quand je dis à des patients, mais vous avez besoin de Dieu, me dites-vous, mais Dieu a besoin de vous. Alors ça, c'est un choc, oui, parce que on a besoin de nous pour faire évoluer les choses, pour transformer. Donc, faites l'expérience de demander à vos guides de vous accompagner. Endormez-vous en remerciant vos guides. Parce qu'il se passe aussi beaucoup de choses la nuit. La nuit, il y a nos rêves, mais on change de plan aussi, mais on ne s'en souvient pas. Mais ça nous inspire, forcément. Nous avons des guides qui sont là pour nous aider et qui ne demandent que ça. Ils ne demandent qu'une chose, c'est qu'on leur demande. Et quand on demande, remercier ou lui demander. Je vous remercie, je te remercie de m'aider à. Parce que là, on est sûr, on n'affirme pas un manque, on affirme une certitude. Et on affirme une joie. Donc, pour moi, la spiritualité, c'est savoir que l'on n'est pas tout seul. C'est savoir que l'univers nous aide. C'est savoir danser avec la vie. Et c'est faire confiance à nos guides.